Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, c'est Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Alors que le chef de l'État se rendait lundi à Florange, sur notre plateau, Florian Philippot, le vice-président du Front National, a fustigé le bilan épouvantable de François Hollande en matière industrielle. Moi, je vois chaque année François Hollande qui retourne, qui annonce une inauguration, puis qui retourne l'année d'après pour mettre la première pierre, puis la deuxième année pour y mettre une deuxième pierre. Enfin, c'est pas une stratégie industrielle, cela. Une stratégie industrielle, c'est prendre des mesures. Il y a davantage de production d'acier lorsqu'il dit qu'il aurait manqué à sa parole s'il avait sacrifié un site par rapport à l'autre. Vous lui donnez quand même raison sur ce point. Non, il n'a rien fait pour la sidérurgie française. Je suis désolé de le constater. La France continue de se désindustrialiser à vitesse grand V. Des régions comme la Lorraine, des départements comme la Moselle sont touchés de plein fouet, mais pas que ces régions et ces départements d'ailleurs. Il n'y a pas de stratégie industrielle. Non, les hauts fourneaux ne tournent plus, ne fument plus, n'existent plus là-bas. Mais la reconversion est en marche. Oui, d'accord, mais bon, si vous voulez, je ne pense pas qu'on puisse remplacer l'industrie française. D'ailleurs, Florange était un site rentable, était un site qui était capable d'innover par, en permanence, simplement, des centres de recherche sur l'industrie ou des écomusées ou des musées de l'industrie. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens. Je crois que ce n'est pas cela qui créera de la richesse, de la valeur ajoutée et donc de l'emploi dans notre pays. Florange, on pouvait le sauver. On pouvait sauver ce site. Il fallait faire ce que nous demandions à l'époque, c'est-à-dire une nationalisation temporaire, d'autant qu'il était rentable. C'est un site, encore une fois, qui est capable d'innovation. Il faut aussi faire du patriotisme économique. Je signale quand même juste un point. Aux États-Unis, il y a quelques mois, ils ont mis une taxe de 200% sur l'acier chinois, qui crée une concurrence déloyale intenable. En France, on ne peut pas le faire parce qu'on est soumis aux règles de l'Union européenne. Juste là, cette semaine, on va discuter du statut d'économie de marché de la Chine. Il faut évidemment le refuser parce que ce serait donner un avantage et de l'accord entre le Canada et la France. Vous le refusez ? Le CETA. Oui. Vous le refusez, c'est cette semaine que ça doit se décider. Bien sûr, le CETA avec le Canada, le TAFTA avec les États-Unis, le statut d'économie de marché, c'est la triade en ce moment des grandes menaces. Il faut refuser ces trois. Le Parlement de Wallonie a refusé, il a puni son veto. Est-ce que le Parlement français, selon vous, doit revenir en arrière et mettre son veto là aussi? Sainte Wallonie, bravo la Wallonie, bravo les Wallons, que j'aime beaucoup, que je connais bien. Tenez bon, ne cédez pas à Juncker, à Merkel, à Valls. Allez-y, refusez ce CETA, puisqu'en France, on ne nous demande pas notre avis et qu'on a transféré notre souveraineté commerciale à la Commission européenne. Il serait donc temps de récupérer notre souveraineté commerciale. Vu ce contexte politique, économique, commercial, François Hollande a dit à nos confrères de l'Est républicain, du Républicain Lorrain, à propos des confidences distillées par les journalistes qu'il met à mal. J'ai fait face à de nombreuses crises, j'ai toujours tenu bon. Est-ce que vous pensez que là, franchement, dans un tel contexte, il est en capacité de se représenter? Est-ce qu'il a été très affaibli par ces confidences? J'ai le sentiment qu'il a très envie de se représenter, mais est-ce qu'il est capable d'être élu? Non. À l'évidence, non. Son bilan est évidemment épouvantable, mais au-delà de ça, il a fait comme son prédécesseur, c'est-à-dire qu'il a considéré que la fonction présidentielle lui appartenait. Et donc, il s'est permis de la dégrader. Évidemment, je fais référence au dernier livre qui était incroyablement terrifiant pour ceux qui sont attachés à la fonction présidentielle. Or, la fonction présidentielle ne lui appartient pas. Donc, on est passé d'un président bling-bling qui affaiblissait la fonction à un président qui aime parler aux journalistes, qui passe des dizaines d'heures avec des journalistes et qui, lui aussi, affaiblit la fonction présidentielle. Vous qualifieriez de quoi? C'est la présidence commère. C'est une commère. Sondage Ipsos paru hier, Alain Juppé progresse dans l'électorat Front National. Il talonne même Nicolas Sarkozy. Il grignote même chez vous. Est-ce que ça vous surprend? Non, je ne crois pas qu'il grignote du tout chez nous. Marine Le Pen est en progression constante. Non, mais il y a 9% des sympathisants, de gens qui se disent proches du Front National, qui disent qu'ils vont aller voter à la primaire de la droite et du centre. 9%. Oui, c'est quand même beaucoup. Non, moi déjà, ça veut dire qu'il y a quand même une appétence pour la primaire de la droite. Oui, mais je pense qu'on n'aura pas du tout ce chiffre. J'en rencontre très peu. Parfois, moi, je reçois des messages de gens qui émettent des volontés de vote tacticiens, si vous voulez. Ah, pour aider Marine, il faudrait peut-être aller à la primaire pour voter Juppé ou aller à la primaire pour voter Sarkozy. D'ailleurs, ça s'annule parce que chacun a sa tactique personnelle. Il n'y a pas d'appétance pour Alain Juppé. Donc il va y avoir quand même un vote tacticien. Vous savez, entre le président d'hier, le Premier ministre d'avant-hier, je crois que les Français ont envie surtout de tourner la page. David Rachlin a été nommé directeur de campagne de Marine Le Pen. Il était notre invité la semaine dernière sur ce plateau. Vous êtes déçu de ne pas l'avoir été. Quel va être votre rôle dans la campagne? Ah non, pas du tout. Déjà, je n'étais pas du tout demandeur pour l'être. Je l'ai déjà été. Je pense que c'est chacun son tour. Et je suis très très heureux que ce soit David, que j'aime beaucoup, qui est un garçon formidable, sénateur maire de Fréjus, qui bosse très très bien. Et je serai moi aussi très actif dans la campagne. Quel rôle vous aurez? Je fais un peu ce que je fais maintenant, mais en mode campagne.
Je vous pose cette question parce qu'on je suis vice-président de la stratégie et de la communication au Front National. J'aiderais au maximum la candidature de Marine Le Pen. Il y a une entente au sommet entre les lieutenants de Marine Le Pen? Il y a une vraie entente, il y a une vraie union, un vrai rassemblement. Et en particulier, en ce qui me concerne avec David Rachlin, que je connais depuis bien longtemps. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Des primaires de candidats. Mardi, Jacques Attali, écrivain et économiste, est déçu par la tournure des primaires à droite comme à gauche qui se concentrent sur les personnes plus que sur les idées. On a des primaires de candidats. Leurs programmes sont pour l'instant extrêmement décevants parce que pour moi, le juge de paix d'un programme, c'est son chiffrage. Et je ne vois aucun programme s'inscrivant dans une vision du monde. Ils n'ont parlé ni de démographie, ni de technologie, ni d'évolution culturelle, ni d'évolution géopolitique des continents. Rien de ce qui fait l'essentiel des grands enjeux. Jacques Attali, puisque c'est vous qui avez présenté Emmanuel Macron à François Hollande. Oui, on revient toujours aux questions de personnes. Mais beaucoup de temps à accoucher d'une vision et d'un programme. Il y a toujours, à la sortie de ces émissions que je fais avec vous, avec plaisir, une toute petite phrase qui est retenue, et cette petite phrase, en général, elle vise à m'antagoniser avec les uns et les autres. Donc je ne me prête pas à ce jeu. Je souhaiterais maintenant que les uns et les autres accouchent d'un projet. Mais là, vous pensez que ça va être possible avec un Emmanuel Macron qui porte beaucoup d'espoir? Encore une fois, j'attends de lui comme des autres, mais de tous les autres, un projet et un programme. Mais encore une fois, je pense que ce pays est majoritairement aujourd'hui à gauche. Pouvez-vous nous aider à comprendre François Hollande, en tout cas à comprendre ce moment passé il y a quelques heures? Alors, pourquoi fait-il cela? Pourquoi ce livre? La règle pour ma part, c'est que quand je me confie à un journaliste pour être publié, c'est que je relis toujours les textes. Et je pense que s'il y a une seule erreur dans ce processus, c'est pas le livre, c'est le fait de ne pas avoir exigé... C'est lui qui l'a commise, cette erreur? Bah oui, puisque je crois comprendre qu'il y avait un accord, qu'il avait donné son accord avec aux journalistes pour ne pas relire. En tout cas, c'est ce que les journalistes disent. Donc ça me paraît... très imprudent. Vous savez, tous les présidents suivants ont été tout aussi loin de ma conception de la fonction présidentielle. Hein. Quand Nicolas Sarkozy monte en basket et en short l'escalier sacré de l'entrée de l'Élysée, il discrédite totalement la fonction présidentielle. Et Jacques Chirac n'a pas manqué aussi de ce genre de blasphème. Non, c'est vrai que depuis François Mitterrand, c'est ainsi. Mais c'est assez révélateur d'une chose beaucoup plus profonde. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. C'est quoi le défi principal, si vous deviez en sortir qu'un, hein, pour les 5 ans qui viennent, de ce nouveau président qui arrive dans 6 mois et demi? Si j'avais à en dire qu'un, parmi tous ceux qui sont importants, je dirais sans aucun doute l'éducation, et si j'avais à me concentrer davantage, l'école maternelle. Mais l'éducation en général, c'est là où tout se joue, c'est là où l'avenir des enfants se joue, c'est là où l'avenir du pays se joue, et c'est là où tout s'explique. Par exemple, je pense qu'il vaut mieux former les gens au métier d'après-demain que de les garder dans les métiers d'avant-hier. Il y a des pays qui réussissent mieux que nous là-dessus. Nous sommes, si vous prenez le classement PISA, si vous le regardez en détail, vous apercevez que tous les pays progressent et que nous, qui sommes 25e, ou à peu près selon les différents indices, nous reculons. Pourquoi nous allons mal? Parce que, on ne consacre pas assez d'argent aux écoles maternelles dans les quartiers difficiles. Ça, c'est la clé. Si on veut régler le problème du chômage et le problème de l'ensemble du processus d'intégration, il faut tripler l'encadrement des maternelles dans les quartiers difficiles. 2, on ne laisse pas assez d'autonomie aux directeurs des écoles qui doivent pouvoir recruter et licencier leurs maîtres. C'est une révolution, mais c'est ça qui se fait partout, c'est-à-dire avoir une vraie école adaptée à l'environnement dans lequel elle se trouve. 3, les enseignants sont curieusement mal payés. Si on vous seriez pour, par exemple, la suppression du statut de fonctionnaire pour les enseignants? Je pense que ce n'est pas le problème. On parle du statut du fonctionnaire, mais il n'est plus du tout respecté, puisque on recrute des enseignants pour 6 mois, pour 2 mois, pour presque à la cantonade, en quelque sorte. Donc, il faudrait que les enseignants soient mieux payés et plus d'obligations. Il y a un autre sujet dont vous parlez dans votre ouvrage, c'est les flux migratoires. Oui. Très ponctuellement, là, le gouvernement est confronté à ce qu'on appelle, entre guillemets, la jungle de Calais. Est-ce que vous êtes favorable à une répartition de ces camps sur l'ensemble du territoire? Comment faut le traiter ponctuellement? D'abord, dans ce livre, en effet, je décris les flux migratoires qui ne font que commencer si on n'y prend pas garde. Le Sahel, dans les 15 prochaines années, va voir sa population doubler, sinon tripler.
Et le Sahel, c'est des pays francophones qui seront incapables si on ne les aide pas. Donc si on veut éviter d'avoir la jungle de Calais puissance 25, puissance 200... Vous pensez qu'il y aura des conflits majeurs liés à ces grandes migrations ? Oui, si on ne crée pas les conditions de développement du Sahel, qui est dans notre intérêt. Nous avons intérêt au développement du Sahel. Aider l'Afrique, aider les Africains. C'est ce que j'appelle l'altruisme intéressé. Mercredi, Nadine Morano, la députée européenne qui n'entend pas soutenir officiellement un candidat avant l'entre-deux tours de la primaire de la droite, a fortement critiqué la politique molle défendue par Alain Juppé. Pour moi, Alain Juppé, si vous voulez, ça incarne la continuité de François Hollande que je ne veux pas. Il est favorable à la répartition des migrants sur le territoire. Il est favorable au port du voile à l'université. Il est favorable à ne pas livrer les Mistral à la Russie. Donc, sa politique étrangère, je ne suis pas favorable à sa politique étrangère et je ne suis pas favorable non plus à sa politique intérieure. Et sur ce qui se passe sur le territoire, il me fait penser à Lionel Jospin qui disait à la télé, rappelez-vous, qu'il avait fait preuve de naïveté en matière de sécurité, et je trouve qu'Alain Juppé fait preuve de la même naïveté face à la gravité de la situation que nous avons avec l'islam politique qui se développe en France. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes officiellement sarkozyste dans cette primaire ? On a compris que vous avez attaqué il y a un instant Alain Juppé. Vous aviez dit d'ailleurs de lui, il est certifié coupable à l'époque. Certifié coupable, c'est le seul qui a été condamné par la justice. J'entends bien. Bruno Le Maire n'a pas vraiment vos faveurs, on en a parlé avant l'émission. Est-ce que vous êtes officiellement sarkozyste ? Vous allez finir par le soutenir officiellement ? Moi, j'ai dit que je prendrais position entre les deux tours de cette élection. Quand vous dites... Là, vos propos ce matin étaient assez clairs quand même. Assez clair. Ah bon ? Vous je vous ai parlé de Fillon, oui, je vous ai parlé de Sarkozy. Vous avez parlé de Juppé aussi. Et je vous ai dit que... Non, mais ça, la ligne politique que je ne veux pas, c'est celle d'Alain Juppé. Donc, si vous voulez que je vous le confirme, je vous le reconfirme. Et je ferai campagne... On peut procéder par élimination. Bruno Le Maire n'a pas vos faveurs. C'est pas une question de personnalité, c'est une question de ligne politique. Cette ligne politique de centre-gauche, laxiste, je n'en veux pas. Je comprends d'ailleurs qu'il attire vers lui tous ceux qui ont pu voter François Hollande et qui étaient de l'électorat de gauche. Parce qu'aujourd'hui, l'électorat de gauche est orphelin. Ils n'ont personne. Alors qu'Alain Juppé représente dans la ligne politique qu'il défend cette ligne de gauche, je veux bien. Mais moi, je suis dans une primaire de droite et je veux un candidat de droite. Aujourd'hui, les candidats de droite qui défendent un programme de droite, de la droite et du centre, c'est Nicolas Sarkozy et François Fillon. Donc, ça sera entre les deux. Mais je verrai. Mais après, quand vous me dites Sarkozy, il y en a marre d'être mis toujours dans des cases. Vous voyez ce que je veux dire ? La seule chose que je vous dirais, c'est que moi, j'ai été ministre de Nicolas Sarkozy et je François Fillon. Voilà, et de François Fillon. J'ai vu Nicolas Sarkozy, en responsabilité, autour de la table du Conseil des ministres, travailler pour la France. Donc je connais ses qualités. J'en ai marre qu'on le caricature, et j'en ai aussi un peu ras-le-bol de voir tous ceux qui se sont roulés par terre pour rester au gouvernement ou pour être candidats à être ministre. Vous avez été sévère avec lui aussi. Non mais Nadine Morano... J'ai été sévère avec lui. Non, moi je suis juste. J'essaye d'être juste. Quand Nadine il fait Morano, une faute politique, regardons les faits. Véronique Nicolas Jacquier. Sarkozy est le seul des candidats à la primaire qui ne capitalise pas sur son passage à la télévision la semaine dernière lors du débat. Ça prend part parmi les Français. Est-ce qu'il y a un rejet de Nicolas Sarkozy ? Vous êtes sur le terrain. Oui, mais moi, je ne conçois pas la politique en me disant « Oh là là, vite, il faut aller à la gamelle pour soutenir celui qui est le plus haut dans les sondages. » Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Voyez ? Et donc, mon pays, pour moi, mon engagement, c'est des convictions. C'est une ligne politique. Et je ne regarde pas celui qui est favorisé par les médias. Oui, mais c'est pas les Français. Les Français n'ont pas l'air de suivre les Nicolas Français, Sarkozy. Mais arrêtez cette propagande. On est dans un pays de propagande où les médias ont décidé que c'était même pas la peine d'aller voter, qu'Alain Juppé était tellement haut que c'était cette ligne politique qui l'emportait. Je suis désolée. Quand moi j'écoute les Français, ils veulent de l'autorité, de l'ordre, ils veulent qu'on maîtrise l'immigration, ils veulent qu'on s'attaque à l'islam radical et ils ne veulent pas d'une ligne politique molle qui est défendue par Alain Juppé. Donc les médias essayent de faire croire que cette primaire elle est jouée. Moi je n'ai pas dans mon tempérament cette nature à me dire ah là là, attention, celui-là t'as vu c'est le meilleur dans les sondages. Non, moi je veux défendre une ligne politique. Et moi vous ne me verrez jamais sur le terrain du reniement. J'ai été ministre pendant 4 ans et 3 mois et j'assume tout ce que j'ai fait avec Nicolas Sarkozy. Nadine Morano, les policiers sont en colère. Est-ce que vous comprenez qu'ils manifestent ? Il y a un vrai débat. Vous savez que normalement les policiers sont soumis à un devoir de réserve et les policiers sont très attachés à leur éthique, à leur métier et on voit bien que les policiers aujourd'hui n'en peuvent plus. Les policiers sont attaqués, les policiers sont assassinés à leur domicile, rappelons-le. Rappelez-vous celui qui a été assassiné avec sa compagne devant son enfant. Vous soutenez des policiers qui manifestent sans autorisation.
est-ce que c'est pas un problème quand même d'autorité de l'État? Si. Vous êtes une députée, vous respectez les règles de la République, oui. Vous soutenez donc mais parce quelque chose que qui est interdit. quand vous voyez que les policiers sont obligés d'en arriver là, il faut regarder où se trouve la racine du mal. Et la racine du mal se trouve dans le fait qu'on a un gouvernement et un ministre de l'Intérieur qui aujourd'hui, je mets ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. C'est-à-dire que l'ensemble du gouvernement aujourd'hui n'est plus, et on le voit en France, n'est plus en capacité d'assurer l'autorité dans ce pays. Jeudi, Jean-Pierre Chevènement, l'ancien ministre, président de la Fondation pour un islam de France, après avoir suscité un début de polémique en appelant les musulmans à la discrétion, a précisé son propos. Il a invité toutes les religions à la discrétion dans l'espace public de débat. Je pense qu'une majorité de nos compatriotes de tradition musulmane, je ne dis même pas de croyance musulmane, sont convenablement intégrés. Il y a deux petits quarts, dont l'un est très attaché aux valeurs traditionnelles, donc la nourriture halal, le ramadan, les barquettes halal. Ce n'est pas critiquable en soi. Et puis, il y a un quart qui vraiment met la charia, c'est-à-dire ce qu'on appelle les commandements de Dieu, au-dessus des lois de la République. Est-ce que, comme le disent certains, le problème aujourd'hui en France, c'est l'islam ? Non, je ne pense pas qu'on puisse prendre le problème de cette manière. Et tout mon livre est bâti pour mettre la caméra au début sur l'islam, mais progressivement sur la globalisation, dont l'islamisme, et particulièrement le djihadisme terroriste, n'est qu'une des facettes. Il y a le rejet de cette globalisation qui bouleverse absolument tout à la surface de la Terre. Les rapports entre les États-Unis et la Chine, qui est quand même la puissance montante. L'Europe, qui n'est plus du tout ce qu'elle était il y a 50 ans, quand la France en a pris l'initiative. Donc, il faut bien comprendre que ce terrorisme djihadiste est aussi le fruit du désordre du monde, chez nous et au Moyen-Orient, où nous n'avons pas peu fait pour semer la pagaille. Est-ce que vous appelez toujours les musulmans à la discrétion ? Mais j'invite toutes les religions à la discrétion dans l'espace public de débat. C'est-à-dire que quand on définit l'intérêt général, on le fait à la lumière d'arguments raisonnés et pas à la lumière d'un dogme ou d'une révélation propre à chacun. Mais justement, Jean-Pierre Chevènement, quand Nicolas Sarkozy se dit favorable à l'interdiction des signes religieux dans tous les lieux publics, est-ce que vous partagez cet avis ? Non. Non, je pense que on ne peut pas... On parle de discrétion. Oui, mais voilà, c'est l'objet d'une lutte d'idées qu'il faut gagner. Il faut par conséquent permettre à un islam moderne de se développer. Ce ne peut pas être l'objet de réglementations tatillonnes qui exaspéreront les tensions. Or, le défi auquel le pays est confronté est simple. Nous ne devons pas rentrer dans des mécanismes de surenchère, d'escalade, par rapport à Daesh, par rapport au défi qui nous est jeté. Par rapport au voile, soyons clairs. Par rapport au voile, c'est le voile qui pose problème. Et le voile, alors, autant je suis pour l'interdiction des signes ostensibles d'appartenance religieuse à l'école, ou dans les services publics, autant je pense que dans la rue, si vous voulez, chacun peut s'habiller un peu comme il veut. Jean-Pierre Chevènement, l'actualité en France, elle est marquée par ces policiers qui manifestent depuis plusieurs jours à Paris, dans des grandes villes de France. Est-ce que ce matin, vous soutenez ce que l'on pourrait appeler ces policiers rebelles ? Écoutez, je les comprends, mais je soutiens d'abord le ministre de l'Intérieur. Celui-ci doit faire face à des tâches vraiment inhumaines. Il doit, dans une période exceptionnelle, lutter contre le terrorisme, déjouer les attentats qui se trament. Ajoutons la radicalisation violente d'une partie de la population, de la jeunesse, mais également de certains syndicats. Comme le dit Malek Bouti chez des concurrents ce matin, des amis aussi, est-ce qu'il faut une offensive anti-racaille ? C'est ce que dit Malek Bouti ce matin. Alors, on ne peut pas être sur tous les fronts, mais il y a très longtemps qu'on aurait dû mener cette offensive avec des moyens adaptés, parce qu'il ne suffit pas de crier. Je pense que la police de proximité était une bonne idée. Et que, il faut la remettre en place.
Alors, pour la remettre en place, il faut des moyens en hommes. Et par conséquent, si on veut la remettre en place, il faut effectivement augmenter les effectifs de la police. Hier, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, voyait la patte du Front National dans les manifestations de policiers. Vous savez, c'est une observation trop générale, bien entendu. Il y a une crise de la démocratie dont profite le Front National. Mais cette crise de la démocratie n'est pas le fait du hasard. On a laissé quand même se creuser le gouffre du chômage. 4 millions de chômeurs, beaucoup de jeunes. Donc Cambadélis se trompe, il n'y a pas de policiers FN qui manifestent là. Il se peut qu'il y ait... Ou manipulés par le Front National. C'est même probable qu'il y ait des policiers FN. Mais moi, je ne pose pas le problème dans ces termes. Malek Bouti a fait un très bon rapport parlementaire sur la violence dans la jeunesse. Je vous le conseille. Donc c'est à cette violence que nous devons faire face. Et on ne peut y faire face que par plus de justice, par la loi juste. Et aujourd'hui, peut-être que les gens ont l'impression qu'on en est loin. L'affaire des assassinats ciblés, François Hollande reconnaît ouvertement dans le livre Confession de Davé et l'homme, un président ne devrait pas dire ça, avoir ordonné au service de la DGSE la mort d'au moins 4 terroristes, braquage général, politique illégale selon les accords internationaux signés par la France. Tout d'abord, François Hollande a-t-il eu raison de dire ouvertement les choses ? Ça sera la dernière question, Christophe Bordet. Oui, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire mais qui ne se disent pas. Vendredi, Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris et candidate à la primaire de la gauche, après une semaine marquée par la colère et les manifestations de nuit des policiers, a appelé à une loi de programmation sur la sécurité intérieure. Moi, ça fait 6 mois, à peu près au moment du débat sur l'état d'urgence, que j'ai souhaité que le pays prépare une loi de programmation de sécurité intérieure, comme nous l'avions fait, comme nous le faisons pour la sécurité extérieure. D'ailleurs, dans cette loi, je souhaite qu'il y ait à la fois un volet police et un volet justice. Et qu'est-ce que vous mettez dans cette loi ? Alors justement, ce que je mets dans cette loi, c'est premièrement une redéfinition des besoins en poste de la police, qu'on renforce les écoles de police, parce qu'on l'a bien vu que la montée en puissance des postes est freinée par le manque de places de police. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy avait fermé des écoles de police. Et sur les moyens, j'insiste beaucoup sur le respect que la hiérarchie doit à la base. Je vous donne un exemple. Le Premier ministre a été visiter le commissariat de police d'Athis-Mons. Il se trouve que je connais bien cette commune et que j'ai encore beaucoup d'amis, même dans la police. Et figurez-vous que les WC sont bouchés, le commissariat, le chauffage marche mal. Bref, il y a des tas de problèmes matériels. Ça fait des lustres qui demandent, rien ne se perd. Alors, il manque d'attention au Marie-Noëlle Lienemann, le problème Véronique n'est pas Jacquier, que matériel, c'est pas qu'une question de moyens. Est-ce que la réponse, elle n'est pas sociétale ? Agression contre des policiers, agression bien contre sûr. des proviseurs, agression contre des médecins aux urgences. Il y a quand même une violence qui est extrêmement prégnante. Comment on répond à cette violence ? On y répond par 2 façons. La première, c'est évidemment la situation économique et sociale. Il y a quand même, qu'on le veuille ou non, un corollaire entre une violence larvée dans la société et l'état de... Mais qui est dû à quoi ? Délitement de l'autorité, délitement de l'État ? Délitement des conditions de vie. Tout le monde est à cran, les gens ne voient pas d'avenir, ont peur de l'avenir, se sentent tirés vers le bas et déclassés, ont souvent des problèmes insurmontables, pour eux qui apparaissent insurmontables, auxquels ils ne trouvent pas de solution, et ils déchaînent leur violence en réaction. Il y a aussi une question d'éducation. Marie-Noëlle Lienemann, François Hollande, à propos du livre « Un président ne devrait pas dire ça » en marge du sommet européen, a dit « J'ai dit ma part de vérité, l'important c'est ce que je fais ». Est-ce que vous êtes encore concerné par ce qu'il fait, vous ? Écoutez, c'est justement ce qu'il fait que j'ai contesté depuis le début de son quinquennat. Le renoncement européen, le mauvais choix économique qui met 41 milliards avec des ponctions fiscales sur les foyers au service des entreprises sans ciblage, sans contrepartie, efficacité zéro. Ce qui fait, c'est que justement, il y a un certain nombre de visions d'avenir qu'il faut prévoir. Regardez la politique industrielle. Alstom, c'était prévisible, il fallait réagir bien avant. Florence. On a l'impression qu'il y a un avant et un après ce livre. Vous pensez qu'il ira
qu'il osera, j'oserais presque dire, se présenter devant les Français pour la présidentielle de 2017? Je pense personnellement qu'il y a un avant et après, surtout pour les gens qui étaient favorables à François Hollande. Parce que des gens comme nous, moi personnellement, ce qui compte pour moi, c'est pas le personnage. Ce qui compte d'abord, c'est la ligne politique, qu'elle soit d'ailleurs portée par François Hollande ou Emmanuel Valls. Moi, depuis le début, je pense qu'il aura des difficultés politiques à y aller. Alors, je veux bien qu'il soit obstiné, mais il y a des limites entre l'obstination et la bêtise. Il se murmure qu'il y a un appel de parlementaires qui est en train de surgir, justement pour qu'il n'aille pas à la primaire. Je sais qu'il se murmure qu'ils disent à François Hollande « François, fais ton devoir, n'y va pas ». Si vous ne gagnez pas la primaire, soutiendrez-vous le candidat gagnant, quel qu'il soit? J'ai toujours dit que, moi, vous savez, j'ai une parole. Quand la règle du jeu, c'est je soutiens le candidat désigné à la primaire, si je prends un engagement, je le tiens. Voilà. Donc, je soutiendrai le candidat à la primaire. Pour lui. Et donc, je ferai campagne comme il le souhaite, éventuellement, pour lui. C'est pas le cas Simplement. Mais fort de ce que vous nous dites, il peut y avoir quand même des conversations. Moi, je vais au bout de mon raisonnement. Et Arnaud Montebourg. Attendez, je vais d'abord au bout de mon raisonnement. Je le dis d'autant plus que j'ai l'intime conviction que ça ne sera ni François Hollande, ni Manuel Valls. Ça sera qui? Arnaud Montebourg? On verra. Pourquoi pas moi? Voilà, c'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour les meilleurs moments des interviews politiques.